Avant de commencer, je me permets de vous demander un petit service. Je fais de mon mieux pour atteindre le cap des 1000 abonnés, un chiffre qui a vraiment beaucoup de sens pour moi. Veuillez cliquer sur le bouton « S'abonner à la chaîne ». Un seul clic suffit, mais c'est une motivation extrêmement importante pour que je continue à réaliser les prochaines vidéos. Merci beaucoup à tous. La soirée de fiançailles de ma sœur aurait dû être une célébration de vin, de sourires et de félicitations sincères. Au lieu de cela, sa future belle-mère m'a tendu un contrat humiliant à signer, pour que j'apprenne une fois pour toutes quelle était ma place. Je l'ai signé sur le champ, sans protester, sans me soucier de mon honneur ou faire demi-tour. Car la personne la plus dangereuse dans une pièce n'est jamais celle qui crie le plus fort. C'est celle qui, sur le papier, possédait cet endroit. Avant même que la fête n'ait vraiment commencé, écoutez attentivement, car ce retournement de situation dévoile un empire puissant qui pourrit de l'intérieur. Je m'appelle Sylwia Majewska, et ce soir, tout devait être pour ma petite sœur. La serre en verre de Konstantin est le genre d'endroit qui, une fraction de seconde après avoir franchi le seuil, vous oblige à baisser la voix. Des panneaux de verre du sol au plafond entouraient un incroyable jardin botanique intérieur. Le tout était illuminé par des milliers de minuscules lumières dont la lueur chaude se reflétait dans des coupes de champagne en cristal impeccablement polies. C'était horriblement cher. L'endroit était à couper le souffle et fourmillait littéralement de membres de la famille Hermanowicz. Ils se déplaçaient dans la pièce comme une aristocratie fortunée exécutant ses rituels de cour. C'est ce type particulier de personnes qui sourient seulement avec leurs dents, jamais avec leurs yeux. Ils masquaient ainsi parfaitement leur mépris profondément enraciné pour quiconque ne partageait pas leur seuil fiscal élitiste. Ce soir, nous célébrions les fiançailles de ma sœur, Lena, avec Mikołaj Hermanowicz, l'enfant d'or et principal héritier du holding Hermanowicz. La liste des invités ressemblait à une partie d'échecs méticuleusement planifiée. Je reconnaissais des visages tirés des couvertures de magazines financiers. Il y avait des directeurs de banques régionales, de puissants promoteurs immobiliers et au moins 3 membres clés du conseil d'administration du holding. Ce n'était jamais juste une réception de fiançailles, c'était une foire commerciale. Et ma sœur n'en était que l'exposition principale, la preuve vivante destinée à démontrer au monde que la dynastie Hermanowicz était stable, en pleine croissance et parfaitement préparée pour l'avenir. J'ai essayé de rester à l'écart. Je me tenais près des orchidées exotiques, un verre d'eau gazeuse à la main. Je portais une simple robe bleu marine à fines bretelles, sans logo de marque. J'étais parfaitement contente de me fondre dans le décor, pendant que Lena brillait au centre de la pièce, vêtue de soie blanche sur mesure. Cela ne me dérangeait pas d'être un personnage secondaire, du moins jusqu'à ce que Kristina Hermanowicz estime que mon arrière-plan était de toute façon beaucoup trop proche de sa lumière. Kristina, la mère de Mikołaj, s'est approchée de moi avec la grâce d'un oiseau de proie. Son sourire était aussi tranchant qu'une lame de rasoir, sa posture rigide, et elle était flanquée de 2 femmes qui semblaient entièrement sponsorisées par les comptes étrangers de leurs maris. Le murmure des conversations autour de nous s'est naturellement estompé dès que Kristina a réduit la distance. Le pouvoir exige le silence, et à Konstantin, Kristina était le pouvoir incontesté. « Silvio, ma chère », dit Kristina, sa voix suffisamment forte pour que tous les invités alentour puissent entendre chaque syllabe. « Je suis tellement heureuse que tu aies réussi à te joindre à nous. Nous ne savions pas trop si tu trouverais le temps. Tu sais, avec tes petits projets ponctuels, ça doit être épuisant de passer d'un coup de chance à l'autre, juste pour sauver les apparences. » Un léger murmure de rire poli mais très gêné s'est fait entendre parmi la foule rassemblée le plus près de nous. Les gens se sont tortillés sur leurs pieds, devenant soudainement fascinés par les bords de leurs verres. Plusieurs ont complètement détourné la tête pour éviter tout contact visuel. Personne n'est intervenu. On ne dérange pas un prédateur quand il joue avec sa proie. Surtout quand ce prédateur signe personnellement les contrats de location commerciale de votre entreprise. Je n'ai pas bronché. J'ai laissé ces mots planer dans l'air froid, faisant durer le silence une fraction de seconde de trop. Juste assez longtemps pour que ses alliés se sentent visiblement mal à l'aise. « Je trouve toujours du temps pour la famille, Kristina », répondis-je d'un ton égal, parfaitement calme. Le regard de Kristina s'est immédiatement durci, bien que son sourire peint et artificiel soit resté inchangé. Elle a fait signe à son assistant, qui se tenait discrètement juste derrière son épaule gauche. Le jeune homme s'est avancé et lui a tendu une élégante mallette gainée de cuir. Elle l'a ouverte, en a sorti une seule feuille de papier rigide et épaisse, et me l'a tendue, m'offrant simultanément un luxueux stylo plume argenté. « Puisque tu es de la famille, ou le seras bientôt, nous voulons être absolument sûrs que ce soir se déroule sans le moindre accroc », a murmuré Kristina, son ton dégoulinant d'une fausse tendresse venimeuse. Nous avons un certain standard à maintenir ici. Le holding Hermanowicz accueille aujourd'hui des partenaires commerciaux clés.
Ce n'est qu'une formalité standard, un accord mutuel si tu préfères. J'ai regardé le document. Il était imprimé sur du papier épais crème, du genre qui coûte une fortune la rame. L'en-tête, écrit en grosses lettres grasses, proclamait une déclaration de protection de la réputation familiale et une interdiction d'ingérence. J'ai rapidement parcouru les paragraphes. Ce n'était pas du tout une formalité standard. Le document m'interdisait explicitement de parler de mes finances personnelles, de présenter des idées commerciales indépendantes ou d'initier un contact avec tout invité que le fonds de la famille Hermanowitz avait désigné comme un client clé. Le contenu suggérait effrontément que j'étais un fardeau embarrassant pour eux, quelqu'un qui, par désespoir, pourrait essayer d'exploiter leurs précieuses relations. En le signant, j'acceptais de ne pas avoir la moindre influence négative sur leurs précieuses relations d'affaires pendant toute la durée de l'événement. C'était un ordre de silence rigoureux enveloppé dans une insulte particulièrement grossière. Il m'était présenté comme une condition sine qua non de ma présence continue à la réception de fiançailles de ma propre sœur. De l'autre côté de la pièce, Léna avait senti le changement soudain d'atmosphère. Son regard passait de mon visage au document dans la main de Christina. Le sang s'est immédiatement retiré de son visage. Depuis la mort de notre mère, il y a près de 20 ans, nous n'avions été que toutes les deux contre le monde. J'avais passé toute ma vie d'adulte à protéger Léna. En la voyant debout là, commençant à comprendre ce qui se passait, j'ai ressenti un froid concentré d'acier dans ma poitrine. Léna a fait un pas en avant, sa mâchoire se serrant de cette façon obstinée que je connaissais depuis notre enfance. Elle était prête à faire exploser sa propre soirée de fiançailles sur le champ juste pour me défendre. Mais Mikolaj a attrapé son bras. Ses doigts se sont serrés sur son poignet. Pas assez fort pour laisser une ecchymose, mais assez fermement pour la retenir. J'ai vu ses lèvres bouger. « Ne fais pas de scène », lui a murmuré Mikolaj. Son ton était léger, dédaigneux, comme si mon humiliation publique n'était qu'un inconvénient mineur, rien de plus qu'un verre de vin renversé sur un sol en marbre. Léna s'est figée, le regardant avec un mélange choquant d'horreur et de trahison. J'ai regardé Christina. Elle attendait une explosion. Elle voulait que je me mette à crier, que je déchire ce papier en morceaux et que je m'enfuis dans une crise de colère digne des bas-fonds. Tout cela pour qu'elle puisse se retourner vers ses amis influents et chuchoter à propos de l'ordure instable et vulgaire que Mikolaj, dans son infinie bonté, tolérait uniquement par amour. Elle voulait désespérément reprendre le contrôle du récit. Je n'avais pas l'intention de lui donner cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai pris le lourd stylo plume argenté de sa main parfaitement manucuré. Je n'ai pas cligné des yeux, ni soupiré, ni prononcé un seul mot de protestation. J'ai posé le document à plat sur le plateau lisse d'une table d'appoint voisine. Le grattement de la plume était le seul son dans notre petit cercle lorsqu'avec des traits vifs et décisifs, j'ai apposé ma signature tout en bas de la page, me suis redressé, j'ai refermé le stylo et je l'ai délicatement reposé au milieu du papier. « Voilà !» ai-je dit d'une voix totalement dénuée d'émotion, sans quitter son regard. « Tu as ma parole. Je n'interférerai pas dans tes affaires ce soir. » Christina a eu l'air complètement décontenancée pendant un instant par mon obéissance absolue. Elle s'était préparée à un combat, pas à une reddition. Mais son arrogance innée a rapidement masqué cette brève surprise. Elle a souri d'un sourire totalement authentique et triomphant, convaincue qu'elle venait de ramener un chien errant dans sa cage. Elle avait gagné. Elle avait affirmé sa domination sur son propre territoire. Elle a pris le document, l'a donné à son assistant, sans rompre le contact visuel avec moi, et m'a fait un signe de tête sec et dédaigneux. « Bon appétit, Silvio », a-t-elle lancé, avant de faire demi-tour et de retourner dans sa mer de flatteur, me laissant seul en compagnie des orchidées. Je l'ai regardé partir, mon pouls aussi régulier que le tic-tac d'un métronome. Elle pensait m'avoir privé de tout pouvoir en me forçant à signer ce ridicule bout de papier. Christina Hermanowitch n'avait aucune idée que ma signature figurait déjà sur des documents bien plus importants concernant le vaste patrimoine de sa famille. Je me suis éclipsé sous prétexte de me repoudrer le nez. Le sourire que j'ai adressé au serveur qui tournait à proximité était poli et décisif, coupant court à toute question. Je ne suis pas allé aux toilettes. Au lieu de cela, j'ai contourné la salle de bal le long des murs, me faufilant à travers le lourd rideau de velours qui dissimulait les coulisses du service et d'administration de l'établissement. Dans le couloir vitré derrière la scène principale, le silence s'est immédiatement fait plus dense. Les basses grondantes de l'orchestre de jazz se sont transformées en vibrations sourdes que je sentais sous mes chaussures. Sur un bureau de travail près de la console de l'éclairagiste se trouvait un classeur abandonné de l'entreprise de traiteur. Je l'ai ouvert sur le plan de disposition des invités principales. J'ai parcouru les noms, cartographiant mentalement la pièce que je venais de quitter. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour confirmer mes soupçons. La disposition des sièges était beaucoup trop soigneusement pensée.
Les directeurs des divisions de crédit d'entreprise de 3 grandes banques régionales étaient assis à des tables encadrant le patriarche Hermanowitz. 2 membres indépendants du conseil d'administration du holding Hermanowitz étaient placés près du bar principal, subtilement séparés par des vice-présidents opérationnels. Ce n'était jamais une réception de fiançailles, c'était du théâtre pur et simple, un spectacle itinérant désespéré et clinquant, conçu pour projeter une illusion de stabilité financière devant les personnes spécifiques qui détenaient les clés de la survie de cette entreprise. Ils essayaient de garantir le refinancement de leurs dettes sous couvert d'une fête de famille. J'ai sorti mon téléphone crypté de mon sac du soir, j'ai sauté la liste de contacts standards et j'ai composé un numéro direct et réservé. Adriana a répondu à la 2e sonnerie. Elle ne disait jamais « allô », c'était un statut. La voix d'Adriana sonnait dure et claire. « Ils ont mordu », ai-je dit, appuyant mon épaule contre la vitre froide du couloir. « Les membres du conseil sont sur place, les créanciers aussi. Nous avons le lot complet. »« Compris », a répondu Adriana. Un léger et rapide tapotement de clavier résonnait en arrière-plan. « Lance le protocole phare », ai-je ordonné. Une fraction de seconde de silence a suivi dans le combiné. Le protocole phare n'était pas un simple plan d'urgence. C'était un mécanisme financier apocalyptique que nous avions discrètement et secrètement construit dans l'ombre au cours des 8 derniers mois. Il n'était pas motivé par la malice ou l'émotion. C'était une séquence purement mathématique, parfaitement légale, de mécanismes déclencheurs conçus pour priver le sujet corporatif de son oxygène opérationnel. « J'active la balise », confirma Adriana, son ton virant au mode strictement opérationnel. J'envoie une notification électronique de saisie conservatoire à leurs créanciers principaux afin de bloquer officiellement le prochain roulement de la dette. Nous invoquons la rétention d'informations financières essentielles. Les avis de violation des clauses financières sont déjà en cours de rédaction et seront envoyés à la direction dans l'heure. Assurez-vous que les assureurs reçoivent la notification à la même seconde près. J'ajoutais, bloquez le certificat d'assurance responsabilité civile des membres du conseil en attente. Quand les administrateurs réaliseront qu'en cas d'enquête pour fraude, leur patrimoine privé ne sera plus couvert par les polices d'entreprise, ils se jetteront sur cette famille comme des loups affamés. Le gel des polices est dans le pipeline, lança Adriana. Et le lieu ? J'ai besoin d'un réseau numérique complet, instrésis-je. Que l'équipe d'enquête informatique envoie immédiatement une ordonnance de saisie conservatoire à la direction du site. Je veux que chaque seconde d'enregistrement des caméras et chaque fichier audio de leur serveur soit sécurisé. Concentrez-vous sur la scène principale, la zone VIP et l'aile botanique Est. Je veux une piste d'audit totalement étanche et horodatée de tout ce qui se passe ce soir. Personne ne pourra prétendre qu'il n'était pas au courant. Personne ne dira que ces propos ont été sortis de leur contexte. Je regardais un technicien lumière ajuster un projecteur à quelques mètres, parfaitement inconscient du fait que la structure corporative des gens qui payaient ces factures était en train d'être démantelée, câble par câble. « Ada, écoute-moi attentivement », dis-je en baissant le volume de ma voix, mais en lui donnant une tonalité tranchante comme un rasoir. Je veux un zéro absolu de dommages collatéraux. Aucun compte de sous-traitant ne doit être gelé. Aucun employé de traiteur, voiturier ou fleuriste ne doit perdre son salaire. Aucun invité innocent ne doit être touché par ricochet. Ce doit être une frappe chirurgicale. Chaque mouvement doit être 100% légal, précis et uniquement dirigé vers le personnel de direction et les membres du conseil impliqués. Nous ne tolérons aucune négligence. « Sylvia, tu sais bien, » répondit Adriana. « Les comptes séquestres pour les sous-traitants physiques ont été entièrement provisionnés et isolés par notre équipe hier. Ils recevront leur argent, quoi qu'il arrive ce soir à ce holding. » Une vague de satisfaction glaciale me submergea. « Quel est le statut du paquet de conversion des droits de vote ?» demandai-je. « Entièrement complété et légalement contraignant », confirma Adriana. « Les clauses de conversion de dettes en capitaux propres que tu as accumulées ces 2 dernières années sont armées. Nous attendons juste l'envoi final de la notification. Nous avons juste besoin que cette dernière condition soit remplie, déclenchée ce soir, pour que la prise de contrôle soit publiquement et légalement incontestable. « Tu l'auras », répondis-je. « Laisse une ligne ouverte de ton côté. Attends mon signal. » Je raccrochai et remis mon téléphone dans mon sac. Je me retournai vers le grand miroir fixé au dos de la porte de service. Mon reflet me fixait en silence. Pas de larmes, pas de joues rougies, pas un cheveu ne sortait de ma coiffure parfaite. L'ennemi pensait avoir humilié une excentrique outsider sans défense. Il n'avait aucune idée qu'il venait de remettre une arme chargée aux créanciers majoritaires qui tenaient toute leur misérable existence entre ses mains. Je repoussai le rideau de velours et rentrai dans la salle de bal étincelante. Les sons du jazz avaient repris de plus belle. L'air vibrait du tintement des verres en cristal et du brouhaha de rires forcés et surchargés de richesse. Je me dirigeais lentement vers la foule.
Ma posture était parfaitement droite, et mes lèvres arboraient un sourire courtois sans le moindre effort. Je n'étais pas revenu en tant que femme qui venait de tomber dans un piège embarrassant. Je suis revenu en tant que commandant, qui avait complètement modifié la topographie du champ de bataille et qui attendait maintenant que l'adversaire fasse son dernier pas mortel, droit dans un champ de mine. Je pris un nouveau verre d'eau gazeuse sur un plateau argenté, laissant la fraîcheur humide du verre refroidir le bout de mes doigts. Cette sensation physique me remit sur pied. Je pris une lente gorgée, laissant mon regard errer sur la vaste salle baignée de lumière par de puissants candélabres, jusqu'à ce que je trouve Lena. Elle se tenait juste à côté d'un impressionnant gâteau à étages, riant à une blague racontée par l'un des directeurs d'une banque régionale. Elle avait l'air radieuse, enveloppée dans de la soie de marque et la belle illusion d'un avenir parfait. Tandis que je regardais son sourire, mon esprit m'emporta loin des cordons de velours et des bavardages polis et forcés de Constantin. Il me ramena à l'endroit où tout avait commencé. Nous avions grandi dans le quartier portuaire de Gdynia. C'était un endroit froid et bétonné, construit sur de l'asphalte fissuré, de l'air salin et les soupirs épuisés des gens qui travaillaient 3 équipes pour pouvoir payer leurs factures de chauffage en hiver. C'était un univers complètement différent. À des années-lumière du prestige du vieil argent de la famille Hermanowicz. Quand notre mère est morte après une longue maladie, j'avais à peine 17 ans, mais elle seulement 10. Ce mardi matin pluvieux, j'ai cessé d'être simplement la sœur aînée. Je suis devenu son bouclier. Je suis devenu l'unique soutien de famille, le parent et le gardien de son innocence. Je veillais à ce qu'elle fasse ses devoirs. J'ai pansé ses genoux écorchés et j'ai veillé à ce que la terrible réalité de notre compte bancaire vide n'éteigne jamais son esprit brillant et plein d'espoir. Je me suis juré de construire un mur infranchissable entre elle et la brutalité de ce monde. C'est pourquoi tous ces gens dans la salle, tout ce cercle élitiste d'auto-adoration des Hermanowicz, me regardaient avec un mépris à peine voilé. Ils me voyaient comme une femme qui préférait les tailleurs bien coupés de la grande distribution aux créations haute couture, qui conduisait une berline raisonnable de 5 ans et qui évitait activement les galas de charité et les sourires des magazines de la haute société. Ils ne valorisaient que l'étalage ostentatoire de la richesse. Et comme je ne participais pas à leur jeu de parade de pan, ils ont supposé d'emblée que j'étais juste une pigiste médiocre et en difficulté financière, vivant des restes de missions de conseil ponctuelles. Ils ont confondu mon manque d'attrait pour le clinquant avec un manque de capital. Ils n'avaient absolument aucune idée de la plateforme ThreadForge. J'ai construit ce système logistique de gestion de la chaîne d'approvisionnement à partir de zéro, assise dans un garage loué et non chauffé, encore dans la vingtaine. J'ai écrit le code moi-même, cartographié les algorithmes prédictifs et me suis battu pour trouver des investisseurs, présentant mon projet jusqu'à m'en user la gorge. Je l'ai développé à l'échelle d'un système qui a finalement révolutionné les itinéraires de distribution. J'ai finalement vendu le tout à un conglomérat technologique international pour une somme importante à 8 chiffres, ce qui a complètement changé la trajectoire de ma vie. Mais je n'ai pas acheté de yacht ni de villa somptueuse. J'ai pris cette injection de capital substantiel et j'ai complètement disparu du monde tapageur et égocentrique des startups technologiques. Je me suis retiré dans l'ombre. J'ai fondé le fonds Greyline Rich Capital. Ma nouvelle entreprise s'est spécialisée exclusivement dans le rachat de dettes d'entreprises difficiles et dans la restructuration extrêmement agressive. Nous n'investissions pas dans des idées innovantes pleines d'espoir. Nous achetions la dette d'empire en déclin. Nous avons acquis les dettes privilégiées d'entreprises en faillite et sommes devenus le pouvoir silencieux et absolu qui décidait si nous devions reconstruire ces structures à partir de zéro ou les raser et les vendre à la ferraille. La plus grande ironie de ce soir était en réalité une pilule amère que j'avais avalée il y a des années. Cela faisait presque un demi-siècle. Bien avant que Mikołaj Hermanowicz ne connaisse même le nom de ma sœur, je m'étais personnellement présenté au holding Hermanowicz. J'avais obtenu un rendez-vous avec Roland Hermanowicz, le patriarche du clan et alors président du conseil, pour lui proposer un partenariat stratégique afin de sauver leur réseau logistique défaillant et déficitaire. J'étais assise dans son vaste bureau lambrissé de chêne, exposant un plan de redressement absolument infaillible. Roland s'était alors adossé à son fauteuil en cuir, avait joint ses mains et avait ri de son rire condescendant et vide. Il m'avait dit droit dans les yeux que oui, j'étais une fille astucieuse pour les questions techniques, mais qu'il me manquait fondamentalement le lignage de direction pour comprendre leur classe d'affaires élite. Il m'avait ignoré, me traitant comme une ouvrière avec une calculatrice à la main, qui ne comprendrait jamais les subtilités complexes de la navigation au plus haut niveau du pouvoir corporatif. Il avait ordonné à la sécurité de me raccompagner dans le hall.
Je n'étais pas entré en fureur, je n'avais pas haussé le ton, je suis retourné à mon bureau et j'ai simplement commencé à les observer. Lorsque leur prétendue classe d'affaires les a menés droit dans une grave crise de liquidité 3 ans plus tard, les vautours du marché ont commencé à rôder autour de l'entreprise. Mais je ne rôdais pas. J'ai simplement acheté en douce le ciel au-dessus de leur tête. Quand leurs flux de trésorerie se sont complètement taris et que les banques régionales ont serré la boucle autour de leur cou, Greyline Rich Capital est entré en jeu par le biais d'une demi-douzaine d'entités commerciales discrètes, mais parfaitement légales. Nous avons systématiquement racheté leurs dettes privilégiées garanties. Nous avons racheté leurs effets de commerce. Nous avons acheté leurs prêts subordonnés, sans jamais mettre mon nom dans aucun communiqué de presse publique. Je suis devenu la propriétaire invisible de tout leur patrimoine familial. Et puis, il y a 18 mois, Mikołaj Hermanowicz est entré dans la galerie d'art et s'est présenté à l'ENA. Quand ils ont commencé à se fréquenter, une panique glaciale m'a serré la poitrine. Mon premier instinct écrasant a été de simplement attraper ma sœur, de l'éloigner de lui et de lui dire exactement qui étaient ces gens. Je voulais lui jeter à la figure leur bilan, prouvant noir sur blanc qu'ils dansaient au bord du gouffre financier. Je voulais exposer toute leur arrogance, mais je me suis retenu. Je suis restée silencieuse pour 2 raisons très précises. Premièrement, avant de faire sauter son monde parfait, j'avais besoin de preuves absolument irréfutables et par balles de leur fraude financière interne. Deuxièmement, et c'est beaucoup plus important, j'avais fait une promesse à moi-même quant à la façon dont je l'élèverais. Mon travail était de protéger l'ENA, pas de contrôler chacun de ses mouvements. Je ne pouvais pas devenir une tyran qui dicterait ses choix de vie basés sur des feuilles financières complexes qu'elle n'avait jamais vues. Je ne pouvais pas être cette sœur aînée cynique qui détruirait brutalement sa romance de conte de fées simplement parce qu'elle nourrissait une profonde rancune envers le père de son petit ami. Si je lui avais simplement dit que les Hermanowicz étaient des monstres, elle aurait pu me haïr. Elle aurait pu penser que j'étais juste une sœur aigrie et surprotectrice qui essayait de ruiner son bonheur par pure envie. Je devais la laisser découvrir la pourriture par elle-même. Elle méritait la dignité absolue de découvrir la vérité par elle-même. Le soir d'aujourd'hui n'a jamais été seulement une question de tendre un piège corporatif ou d'équilibrer les livres de compte. Il s'agissait de détruire complètement l'illusion. J'avais l'intention de leur arracher tout ce clinquant, ce velours et ces cristaux. J'allais donner à ma jeune sœur les verres purs, sans filtre, dont elle avait besoin pour enfin voir la vérité qui se trouvait juste devant son nez. J'avais l'intention de la protéger, mais j'allais laisser le choix final uniquement à elle. Je suis sorti par la lourde porte latérale pour accéder à une terrasse de jardin isolée. L'air frais de la nuit coupait le parfum coûteux des parfums et du canard rôti qui flottait dans l'air depuis la salle de bal. Le parking n'était qu'un grondement sourd et lointain de moteurs de luxe. À la porte de service, dissimulée dans l'ombre de hautes haies impeccablement taillées, se tenait une élégante limousine noire, moteur allumé. Adriana sortit du siège arrière. Elle n'était pas du tout habillée pour une soirée de gala. Elle portait un tailleur gris anthracite parfaitement coupé, et son expression était aussi impénétrable et austère que celle d'une statue de pierre. Elle se déplaçait avec la discrète efficacité de ceux qui ont pour métier de démanteler des empires. Elle s'approcha de moi et me tendit une épaisse mallette reliée de cuir. Je la pris, elle était lourde. Je tenais dans mes mains le poids physique de leur ruine totale. « L'audit d'enquête est terminé », dit Adriana, sa voix à peine audible au-dessus d'un murmure. Les équipes de récupération de données ont travaillé tout le week-end. Chaque transaction, chaque registre caché, chaque virement étranger des 3 dernières années a été documenté et vérifié. J'ouvris la mallette sous la lumière ambrée tamisée d'une lampe de sécurité voisine. J'ignorais les résumés pour la direction et passai directement aux annexes transactionnelles. Je n'avais pas besoin de belles histoires. J'avais besoin des mathématiques brutes et incontestables. Le premier onglet était consacré à Mikołaj, l'héritier doré, l'homme qui, au même moment, offrait à ma sœur un gâteau coûteux et lui murmurait de douces promesses à l'oreille. L'audit traçait un réseau complexe de contrats d'approvisionnement menant directement à une société écran nommée Evereasery. Elle était enregistrée dans une juridiction créée spécifiquement pour protéger et dissimuler les véritables propriétaires d'entreprises. Chaque fois que le holding Hermanowicz signait un accord pour des matières premières ou une logistique de chaîne d'approvisionnement, Evereasery apparaissait comme par magie dans les documents en tant que consultant indépendant, prélevant une part substantielle de la tête. Ce n'était pas du consulting, c'était un détournement de fonds éhonté. Au cours des 24 derniers mois, Mikołaj avait pompé des millions de złotych directement du budget opérationnel de l'entreprise, transférant l'argent liquide directement sur ses comptes de courtage privé. Il saignait l'entreprise de sa propre famille, l'exploitant de l'intérieur jusqu'à la moelle. Je tournai la page. La section suivante appartenait à Maria, sa sœur, la même vice-présidente exécutive du marketing de marque élégante, qui m'avait regardé avec tant de dégoût plus tôt dans la soirée.
Sa trace financière était encore plus flagrante. Les documents révélaient qu'elle pompait des millions de zlotys du budget marketing de l'entreprise dans des contrats à long terme avec tout un réseau d'influenceurs des médias sociaux. L'équipe d'enquête avait trouvé les adresses IP et les données d'enregistrement des soi-disant stars d'Internet. C'étaient des fantômes. C'étaient des profils entièrement fabriqués, gérés par une agence numérique externe, dont Maria était secrètement propriétaire par le biais d'un prête-nom. Elle autorisait d'énormes virements d'entreprise pour de fausses campagnes de marketing. Elle blanchissait ses fonds par l'intermédiaire de son agence. Le spectre de l'argent blanchi et propre retournait directement à ces trusts étrangers privés. Je passais au 3e onglet. Christina, la matrone fière qui venait de me tendre un stylo et avait tenté de me faire plier. Son dossier était peut-être le reflet le plus pathétique de leur façade en décomposition. Elle était présidente de la fondation caritative corporative Hermanovitch. D'après les déclarations fiscales et les registres internes qu'Adriana avait obtenus, la fondation saignait du capital à une vitesse fulgurante, finançant le style de vie personnel extravagant de Christina. Traiteur de luxe pour les événements, location à long terme de bijoux en diamants exclusifs et voyages sociaux étrangers exorbitants. Elle déduisait tout cela comme dépenses d'acquisition de donateurs. Elle traitait l'organisation caritative exonérée d'impôts comme son propre compte d'épargne privée, juste pour maintenir l'illusion de leur richesse générationnelle infinie. Mais le dernier onglet contenait le coup fatal. Il appartenait à Roland, le patriarche du clan et ancien président du conseil d'administration. Les accords financiers liés à leurs dettes privilégiées et substantielles obligeaient l'entreprise à maintenir un ratio de réserve de trésorerie très spécifique pour protéger les créanciers. Les livres comptables internes non modifiés prouvaient hors de tout doute qu'ils avaient gravement violé cette condition il y a seulement 4 mois. Roland avait délibérément caché cette information. Il avait ordonné au service de comptabilité interne de falsifier les rapports trimestriels préliminaires, tenant ainsi le syndicat bancaire dans l'ignorance totale. Si les prêteurs découvraient leur véritable état de trésorerie, ils déclareraient immédiatement la faillite et exigeraient le remboursement immédiat de tous les prêts. J'ai levé les yeux des documents. L'air froid de la nuit me piquait les joues, mais mon esprit brûlait d'une clarté absolue. Les pièces du puzzle s'emboîtaient brutalement pour former une image terrifiante de l'événement d'aujourd'hui. Mikolaj avait demandé ma sœur en mariage il y a seulement 2 mois. Ils avaient accéléré le calendrier de cette fête de fiançailles à un rythme effréné, presque fébrile. Ce n'était pas dicté par un soudain et passionné coup de foudre. Au début de la semaine prochaine, le syndicat bancaire et les créanciers, 2 biais réévaluaient la dette secondaire de leur entreprise. Roland et Mikolaj avaient désespérément besoin d'une démonstration de force. Ils devaient présenter une unité familiale stable, prospère et bien connectée devant les PDG de banque et les membres indépendants du conseil d'administration réunis aujourd'hui dans cette salle de bal. Ma sœur n'était pas du tout la fiancée pour eux. Elle n'était qu'un pion de premier choix. Elle était un bouclier humain déployé en première ligne pour sécuriser l'extension du crédit. Le poids du papier que Christina m'avait forcé à signer prenait soudain un sens parfait et terrifiant. Ce n'était pas une simple maltraitance mesquine de l'aristocratie envers les gens extérieurs à leur cercle. C'était une manœuvre tactique calculée. Christina savait parfaitement que des membres indépendants du conseil d'administration et des créanciers majeurs rôdaient dans la même pièce. Elle savait que je travaillais dans le secteur de la restructuration financière, même si dans son arrogance, elle avait extrêmement sous-estimé l'ampleur de mon entreprise. La déclaration de non-ingérence était une muselière juridique grossière et désespérée. Elle avait peur qu'il soit possible que je mentionne accidentellement à un membre du conseil d'administration leurs problèmes de liquidité ou leur insolvabilité opérationnelle, au bar ouvert. Elle essayait de colmater les trous d'un navire en train de couler avec une seule feuille de papier pathétique. J'ai fermé la mallette. Le cuir était froid et solide sous mes mains. Dans ma poitrine, une sombre et puissante énergie se contractait. J'aurais pu retourner dans cette salle dégoulinante de clinquants, arracher le micro des mains de la chanteuse de jazz et leur hurler toute la vérité au visage. J'aurais pu jeter ces relevés financiers directement au visage de Mikolaj et entraîner ma sœur hors de cette serre par le poignet. Mais je n'avais pas l'intention de le faire. Les gens au pouvoir rejettent très facilement l'hystérie des autres. L'hystérie peut facilement être manipulée par leurs coûteux spécialistes en relations publiques comme de simples envies, de l'amertume ou une instabilité mentale. Je n'avais pas l'intention de donner à la famille Hermanovitz le luxe de me rejeter comme une folle et une parente envieuse qui avait méchamment gâché une belle fête. Je n'avais pas l'intention de hausser le ton d'un décibel. J'avais l'intention de laisser leurs propres registres, leurs propres eurodatages et leurs propres signatures falsifiées crier à ma place. J'avais l'intention de présenter ces preuves de manière chirurgicale, de manière aussi irréfutable que les membres du conseil d'administration et les créanciers assis à ces tables exécuteraient eux-mêmes cette famille.
J'ai rendu la lourde mallette à Adriana, en gardant seulement une enveloppe fine et grise pour moi. À l'intérieur se trouvaient des feuilles de résumé certifiées et les codes de conversion des droits de vote. « Soyez prête », dis-je à Adriana. Ma voix était calme et complètement dépourvue de toute hésitation. Le piège est entièrement tendu. Je retourne à l'intérieur. Je suis retourné dans la chaleur étouffante et accablante de la serre de verre. Et mes yeux ont immédiatement cherché ma sœur dans la mer de corps en mouvement. De loin, Lena ressemblait à une aristocrate parfaite et insouciante, acquiesçant gracieusement à une femme horriblement maigre dégoulinant de diamants empruntés, mais je connaissais Lena mieux que mon propre battement de cœur. Je voyais la tension rigide et contre nature dans ses épaules. Je voyais son sourire s'arrêter aux joues, sans jamais atteindre la chaleur de ses yeux. Lena n'avait jamais été naïve. Elle était brillante, farouchement loyale et incroyablement indépendante. Mais au cours des 6 derniers mois, la machine Hermanowitz l'avait systématiquement et délibérément isolée. Il n'avait pas essayé de la briser d'un coup. Il l'avait détachée de la réalité, morceau par morceau, sous le lourd et scintillant manteau de l'étiquette des hautes sphères et des attentes familiales. L'architecte principal de cette prison psychologique était Christina. Sous les flashs des appareils photo et sous les yeux des riches invités, elle jouait le rôle de la belle-mère attentionnée et affectueuse. Mais à huis clos, dans les espaces silencieux et brutaux où personne d'autre ne regardait, elle devenait une dictatrice absolue. Pas plus tard qu'hier, j'ai observé depuis le couloir Christina instruire Lena sur l'angle exact de sa barbiche lorsqu'elle riait, insistant sur le fait que sa joie naturelle était tout simplement trop grossière pour leur classe sociale. Christina corrigeait sa posture, son vocabulaire et sa garde-robe. Même plus tôt dans la soirée, juste avant l'arrivée des invités, elle avait pris Lena à part, lui donnant un ordre doux et trop sucré, qui était en fait du pur venin. Elle lui sourit, tapota la joue de Lena et lui ordonna clairement de veiller à ce que sa sœur aînée ne passe pas trop de temps à discuter avec les membres du conseil d'administration. Christina avait essentiellement demandé à ma sœur de me surveiller, suggérant que j'étais un fardeau impoli à tenir à l'écart des adultes dans la pièce. Mais Lena se réveillait enfin. Ce conditionnement psychologique avait échoué parce que ma sœur avait un noyau d'acier, forgé lors des hivers rigoureux et glacials du quartier portuaire de Gdynia. Elle s'est réveillée bien avant d'avoir même goûté au champagne millésimé. 4 heures seulement avant le début de cette réception, alors qu'elle était assise dans un fauteuil en velours et que la coiffeuse lui arrangeait les cheveux pour son mariage, mon téléphone a vibré. C'était un message sécurisé et crypté de Lena. Elle s'était enfermée dans la salle de bain principale de l'appartement de luxe de Mikolaj et avait rapidement pris une photo d'un document qu'il lui avait négligemment fait glisser sur le plan de travail en marbre ce matin-là. Mikolaj lui avait embrassé la joue, lui avait servi du café et avait appelé cela une annexe standard et procédurale à leur contrat de mariage. Il lui avait dit de ne pas s'embêter avec le jargon juridique dense, mentionnant négligemment qu'il ne s'agissait que d'une dernière formalité avant la grande célébration. J'ai non seulement lu ce document, mais j'ai immédiatement transmis la photo à Justina Gorska. Justina était une ancienne colocataire de Lena à l'université, une amie infiniment dévouée et une avocate implacable et indépendante spécialisée en droit de la famille, qui déchiquetait les contrats financiers prédateurs pour le plaisir. Justina m'a rappelé exactement 3 minutes plus tard. Sa voix tremblait de colère pure et non diluée. Ce document n'était pas une formalité du tout. C'était un arrêt de mort financier. Caché sous des paragraphes denses et somnolents sur la restructuration du patrimoine familial, se trouvait une clause catastrophique. Elle liait légalement Lena dès la seconde où elle signerait l'acte de mariage, la rendant co-responsable d'une caution personnelle substantielle. Cette caution était vaguement classée comme fonds de rénovation des biens immobiliers familiaux et devait être activée en cas de restructuration de l'entreprise. Justina nous a traduit ce piège du charabia juridique en langage simple. Si la holding Hermanovitzov déclarait faillite et cessait de rembourser ses crédits commerciaux, le syndicat bancaire pourrait ignorer complètement les écrans corporatifs et s'en prendre directement à Lena. Mikołaj et sa famille avaient comploté activement pour exploiter son historique de crédit immaculé, ses revenus futurs et sa situation juridique irréprochable comme un bouclier humain pour leur empire en déclin. Lorsque j'ai appelé Lena pour lui expliquer ce que cette clause signifiait réellement, elle pleurait en silence, assise sur les carreaux froids de la salle de bain. Elle m'a raconté comment Mikolaj avait réagi lorsqu'elle avait timidement remis en question la formulation du contrat au début de la semaine. Il ne lui avait pas crié dessus du tout. Il avait utilisé une arme beaucoup plus insidieuse que la colère. Il avait utilisé le paternalisme. Il avait soupiré lourdement, la regardant avec un mélange de pitié et de déception profonde. D'un ton doux, il lui avait inculqué que quiconque s'intégrait dans une famille avec une richesse générationnelle et un patrimoine puissant devait accepter ses obligations de base. Il l'avait fait se sentir ingrate, insignifiante et totalement analphabète financièrement.
Il avait constamment exercé sur elle une manipulation psychologique pour qu'elle croie que renoncer à son autonomie financière pour les dettes de sa famille était simplement ce que font les riches, dévoués à eux-mêmes, par amour. Mais Mikolaj avait massivement sous-estimé la femme qu'il essayait d'enfermer. Ma sœur s'essuya les larmes et fit ce que toute Majewska avait toujours fait lorsqu'elle était acculée. Elle commença silencieusement à se battre. 10 minutes après ma conversation dramatique avec Justina, Lena m'envoya un fichier audio. Ce n'était pas seulement une victime pleurant dans la salle de bain. Elle recueillait activement des munitions. 2 jours plus tôt, en route avec Mikolaj sur la banquette arrière d'une limousine, elle avait secrètement activé l'enregistreur de son téléphone. J'écoutais cet enregistrement dans mon bureau, et mon sang se glaçait littéralement dans mes veines. J'ai entendu le léger murmure des pneus sur l'asphalte, puis j'ai entendu Mikolaj parler à son père via le kit main libre. Il semblait stressé, irrité, et totalement dépourvu de toute chaleur romantique. Il avait dit clairement et directement à Roland que les prêteurs devenaient nerveux et très agressifs. Et puis mon futur beau-frère avait dit à voix haute que le maintien de l'image des Majewski comme une famille saine, sans problème et stable, était la seule chose qui empêchait les directeurs des banques régionales de se retirer de l'accord de refinancement. Il ne parlait pas de ma sœur comme de sa fiancée. Il parlait d'elle comme d'un capital de premier rang, essentiel pour garantir le prêt. J'avais cet enregistrement. J'avais l'annexe au contrat de mariage. J'avais les preuves de l'audit financier confirmant leur ruine imminente. Je pouvais me rendre dans l'appartement de la mariée avant la fête, lui faire écouter cet enregistrement et annuler tout l'événement sur le champ, en privé. Mais j'ai choisi le silence. J'ai pris la décision la plus difficile et la plus douloureuse de ma vie en tant que sœur aînée. Si j'avais sauvé Lena à huis clos, Mikolaj aurait trouvé un moyen de retourner la situation. Il était un maître de la manipulation. Il serait apparu le lendemain sous son appartement avec des fleurs chères, pleurant, blâmant son père despotique et jurant qu'il avait été contraint à ce jargon juridique par les avocats sans cœur de la holding. Il aurait utilisé contre elle son immense empathie. Christina, quant à elle, aurait sans aucun doute répandu des ragots malveillants dans les salons, affirmant que la sœur aînée jalouse et aigrie, par pure envie, avait malicieusement saboté le mariage. Si j'avais coupé le cordon en secret, Lena se demanderait toujours, dans les recoins les plus sombres de son esprit, si elle n'avait pas rejeté l'amour de sa vie, simplement parce que j'étais trop cynique pour y croire. Je ne pouvais pas le permettre. Je ne pouvais pas laisser le moindre doute dans son esprit. Lena avait besoin d'une coupure nette. Elle devait voir de ses propres yeux leur faillite morale totale sous le regard brutal et impitoyable des projecteurs publics. Elle devait voir les masques tomber de leurs visages au moment où ils réaliseraient qu'ils avaient complètement perdu le contrôle du récit. Je préparais les scènes, fermais les portes à clé et coupais le cordon d'alimentation. Mais ce n'était pas moi qui allais appuyer sur la détente finale. J'allais offrir à ma sœur la vérité incontestable et lui permettre de porter le coup décisif elle-même. Les lustres en cristal se sont tamisés juste à 21h. L'orchestre de jazz est passé en douceur d'un swing entraînant à une douce ballade instrumentale, donnant le signal du début des toasts officiels. J'ai pris place à la table numéro 14, idéalement située près du centre de la salle, mais à une distance de sécurité de l'orbite immédiate de la famille Hermanowitz. J'ai joint mes mains sur mon portefeuille en soie. La salle était magnifique, baignée d'une lumière chaude et totalement inconsciente du massacre numérique qui se déroulait silencieusement et impitoyablement dans les poches de ses invités les plus puissants. De l'autre côté de la salle, près d'une haute arche florale, le conseiller juridique principal de la holding Hermanowitz a sorti son téléphone de la poche de son smoking. J'ai regardé son pouce glisser sur l'écran. Je n'avais pas besoin de voir l'affichage pour savoir exactement ce qu'il lisait. Adriana venait de lancer le premier coup. C'était un email urgent, marqué en rouge, de la banque principale du syndicat de crédit. Le message, sans embâge, informait que le roulement de dette massif prévu pour approbation finale dans moins de 48 heures était officiellement suspendu. La raison invoquée était une dissimulation catastrophique d'engagements financiers importants. Le visage de l'avocat avait complètement perdu sa couleur. Il a commencé à tirer nerveusement sur sa cravate, semblant soudain incapable de respirer suffisamment d'oxygène. À 10 mètres de là, adossé à un signe de glace sculpté, le directeur financier en chef a senti sa smartwatch vibrer à son poignet. Il a baissé les yeux, s'attendant apparemment à un SMS de sa femme ou à un rappel de calendrier de routine. Au lieu de cela, il a vu une alerte système critique de leur banque dépositaire principale. Un compte de dépôt énorme, le véritable cordon ombilical de toute l'opération, destiné à financer les transactions en début de semaine prochaine, avait été complètement gelé. La notification numérique exigeait une nouvelle vérification personnelle immédiate de toutes les signatures certifiant du conseil d'administration en raison d'irrégularités détectées.
Il a commencé à taper frénétiquement sur l'écran, mais l'icône de verrouillage n'a pas bougé. Il leva les yeux, ses yeux grands ouverts et pleins de terreur. Il a scanné la foule à la recherche de Roland. La panique était contagieuse, se propageant dans les rangs des dirigeants comme un virus invisible, assis juste à ma gauche à la table numéro 12. L'un des 3 administrateurs indépendants, un homme âgé qui avait bâti sa réputation sur la surveillance des entreprises, fixait sa tablette privée cryptée. Discrètement appuyé contre un verre d'eau, l'écran s'est soudainement illuminé d'une notification de fichier de priorité maximale. C'était une demande de vote écrit d'urgence chargée de pièces jointes d'une enquête financière détaillant la mécanique de la fraude interne. J'ai regardé ses yeux passer de droite à gauche alors qu'il parcourait la page de résumé. Sa mâchoire s'est serrée. Il a immédiatement attrapé son téléphone pour appeler son avocat privé. Presque au même moment, l'assureur d'entreprise a laissé tomber l'enclume la plus lourde de la soirée. Une lettre officielle de réserve de droit a été envoyée aux boîtes de réception cryptées de absolument toutes les personnes assises au conseil d'administration des Hermanowitz. C'était un mécanisme juridique terrifiant. La lettre avertissait clairement que si les accusations de manipulation financière intentionnelle étaient confirmées, leur police d'assurance protégeant les administrateurs de la responsabilité civile serait annulée rétroactivement. Soudain, ils se sont tous retrouvés face à une ruine financière personnelle à 100%. Le bouclier invisible protégeant leur villa privée et leur fonds de retraite s'était simplement évaporé. Au bar principal, Maria Hermanowicz tapait agressivement sur l'écran de son téléphone. Son visage, habituellement un masque de froide supériorité, était maintenant tordu par la panique pure. Des invitations urgentes du calendrier submergeaient sa boîte de réception, exigeant des réunions de crise à minuit, puis à 1h, puis à 6h du matin. Elle a attrapé le bras d'un jeune vice-président debout juste à côté d'elle, enfonçant ses ongles en acrylique dans la manche de sa veste. De mon point de vue, je pouvais lire ses mouvements de lèvres sans problème. Elle accusait frénétiquement quelqu'un du service comptabilité d'avoir mis sur écoute. Elle était fermement convaincue qu'il y avait une taupe de haut rang dans l'entreprise qui venait de divulguer leurs livres internes à la presse. Mikolaj aperçut le changement soudain et chaotique d'énergie dans la pièce. Il a vu son conseiller juridique en sueur. Il a vu Maria hyperventiler au bar. Sa façade parfaitement entretenue s'est fissurée une fraction de seconde. Il a commencé à balayer la salle du regard, cherchant désespérément la source de cette hémorragie. C'est alors que son regard s'est arrêté sur moi. J'étais assise tranquillement, sirotant mon eau. Il plissa les yeux, et une ombre de profonds soupçons traversa son visage. Il se pencha et claqua des doigts, appelant le chef de la sécurité privée. Il a discrètement pointé du doigt dans ma direction, lui murmurant des instructions claires pour surveiller chacun de mes mouvements. Il était manifestement convaincu que j'essayais d'une manière ou d'une autre de provoquer un tumulte mineur pour gâcher l'esthétique de la soirée. Il était si fondamentalement arrogant qu'il ne pouvait me voir que comme un obstacle mineur et irritant. Je ne lui ai rien donné. Aucun regard hostile, aucune confrontation, aucune preuve qu'il avait réussi à me déstabiliser. Un serveur s'est approché de ma table et a versé une portion de champagne millésimée dans mon verre. J'ai saisi le verre fin et cristallin par la tige. J'ai regardé droit dans les yeux Lena, qui était assise à la table principale, l'air désorienté par les chuchotements soudains parmi ses futurs beaux-parents. J'ai intercepté son regard, lui ai adressé un sourire chaleureux et sincère, et ai levé mon verre à elle dans un toast silencieux et profondément affectueux. C'était l'image même du dévouement fraternel et de l'obéissance absolue. Christina, assise à côté de Mikolaj, a été témoin de ce toast. Elle a vu que j'étais assise exactement là où on m'avait dit. Je buvais le champagne qu'elle avait payé, et je ne faisais absolument aucun scandale. Sa poitrine se gonfla fièrement. Elle a mal interprété mon immobilité comme une soumission totale. Elle croyait fermement que son stupide document juridique m'avait efficacement effrayé et m'avait forcé à me souvenir de ma place. Elle pensait qu'elle m'avait brisé l'esprit dans le couloir. Parce que Christina ne comprenait le pouvoir que sous la forme d'une domination bruyante et écrasante. Elle a présumé que mon silence était un drapeau blanc. Encouragée par sa victoire apparente, elle a jugé qu'une capitulation privée ne lui suffisait pas. Elle voulait accrocher ma dignité au mur comme un trophée, afin que tous ses riches amis puissent la voir. Elle s'est penchée vers Roland, lui a murmuré quelque chose à l'oreille, puis s'est levée, lissant le devant de sa robe fabuleusement chère. Elle a fait signe au chef d'orchestre d'arrêter complètement de jouer et s'est dirigée d'un pas assuré vers la scène principale, saisissant le microphone du pied en argent. Elle allait me porter le coup de grâce sous les feux de la rampe, totalement inconsciente du fait qu'elle venait de marcher pieds nus sur un champ de mine. Les talons de Christina claquaient sur le chêne poli de la scène principale. Ce son était aigu et autoritaire. Elle a tapé 2 fois sur la grille du microphone. Un cri aigu et perçant a résonné dans toute l'orangerie de verre, réduisant au silence les derniers murmures de la foule désorientée.
Tous les yeux se sont tournés vers la matrone. Elle se tenait baignée dans la chaude lumière ambrée du projecteur, rayonnant de l'élégance apprise d'une femme qui avait passé les 5 dernières décennies à maîtriser parfaitement l'art des exécutions publiques. Mesdames et messieurs, chers invités et chers partenaires. Christina commença, sa voix dégoulinant d'un miel artificiel. Ce soir, tout est consacré à la famille. Il s'agit d'élargir notre cercle et d'accueillir du nouveau sang dans l'héritage des Hermanowicz. Et puisqu'on parle de nouveau sang, je pense qu'il est grand temps que nous entendions quelques mots de la part de la famille de la mariée. Elle me regarda droit dans les yeux. Un sourire terrifiant de transparence s'étira sur son visage, bien que ses yeux restassent d'un froid absolu. « Chérie Silois, viens ici. » Gazouilla Christina dans le micro, tendant vers moi une main dégoulinante de diamants. La sœur aînée de Léna doit absolument partager quelques mots avec nous. Peut-être pourriez-vous nous éclairer tous de votre inspirante parcours de consultante indépendante. Nous adorons tous ces récits classiques de succès, bâtis à partir de rien par le travail acharné, n'est-ce pas? Une vague de rire poli et synchronisé parcourut la salle. C'était ce genre de rire que les gens riches utilisent quand ils ne sont pas tout à fait sûrs de la blague. Ils savent juste qu'il y a toujours quelqu'un de bien plus pauvre qu'eux. Je me levai lentement, lissai le tissu de ma simple robe bleu marine et me dirigeai vers la scène. Je pris mon temps. Je montai les marches couvertes de tapis une par une, sentant le poids de plus de 200 regards impatients sur mon dos. Arrivé au centre de la scène, je jetai un coup d'œil à droite. Mikolaj se tenait inconfortablement près de Léna. Sa main était fermement serrée sur son coude gauche. Ses jointures étaient légèrement blanchies. Il souriait largement aux appareils photo, mais cette étreinte de fer était un ordre physique forçant ma sœur à l'immobilité absolue. Léna me regarda, les yeux écarquillés dans une supplication silencieuse. Elle n'avait aucune idée de ce que Christina allait faire. Christina s'approcha, tenant fermement le micro, n'ayant aucune intention de me le rendre tout de suite. Elle voulait dicter les conditions de mon discours avant même que je puisse prononcer la moindre syllabe. « Sylvia, nous savons tous à quel point cela a dû être incroyablement difficile pour toi. Attraper ces petits boulots ici et là, ces efforts constants pour joindre les deux bouts toutes ces années, » dit Christina, sa voix portant depuis les amplis dans toute la salle. « J'imagine que cela doit être un soulagement accablant de savoir que ta jeune sœur est enfin complètement à l'abri. Pourquoi ne prendrais-tu pas un moment pour remercier Roland et le reste de la famille Hermanowicz d'avoir ouvert un avenir si merveilleux et stable à Léna? Nous aimerions beaucoup entendre ta gratitude. » Elle essayait de me forcer à m'incliner publiquement devant sa cour. Elle voulait que j'admette à voix haute que ma famille était un cas pitoyable de charité qu'ils avaient gracieusement accueilli. Elle voulait que les membres du conseil me voient uniquement comme une paysanne reconnaissante, neutralisant ainsi toute menace que je pourrais représenter. Christina finit par me tendre le micro, reculant avec un menton arrogant et triomphant. Je pris le cylindre métallique froid de sa main. Je ne regardais pas Christina. Certes, elle était l'architecte de ce piège social embarrassant, mais ce n'était pas elle qui tenait le détonateur financier. Je regardais droit derrière elle, ignorant Mikolaj, et fixais directement Roland Hermanowicz, assis à la table principale du conseil, juste en face de la scène. Le silence dans la salle devint tendu et fragile, comme le verre une fraction de seconde avant de se briser. Je portais le micro à mes lèvres. Je ne criais pas, je n'avais pas l'air en colère. Je parlais avec la précision clinique et plate d'un auditeur lisant un bilan. « Roland, j'ai une seule question courte pour vous, » dis-je, ma voix résonnant d'un écho cristallin contre les murs de verre. Le procès-verbal de la dernière réunion du comité d'audit a-t-il été signé avant ou après la violation des covenants financiers? Pour 99% des personnes présentes dans la salle, ces mots sonnaient comme un charabia étranger et incompréhensible. Pour tous ces habitués des salons et ces lointains parents, j'aurais aussi bien pu parler une langue morte. Ils me regardaient simplement, complètement déconcerté par mon manque de gratitude et mon passage soudain à un jargon d'entreprise rigide. Mais pour les hommes et les femmes qui manipulaient d'énormes capitaux au quotidien, ces quelques mots étaient comme une détonation nucléaire. À la table numéro 12, un membre indépendant du conseil, qui venait de recevoir une ordonnance de saisie de créances numériques, laissa tomber brusquement son verre d'eau. Le verre se brisa contre le plateau. L'eau se répandit rapidement sur la nappe de soie, mais il ne baissa pas le regard. Il fixait Roland avec une terreur pure et absolue. De l'autre côté de la salle, le principal analyste des risques de la banque régionale s'étouffa littéralement avec un morceau de canard, son visage prenant une teinte violette inquiétante, alors que la signification brutale de mes questions le frappait en plein cœur. Ils savaient tous parfaitement ce que signifiait une violation de covenant. Ils savaient que dissimuler ce fait était un crime économique majeur. Et en une fraction de seconde, ils réalisèrent que la femme en simple robe bleu marine, debout sur scène, n'était pas du tout une consultante indépendante. Elle était un prédateur alpha qui avait, pour une raison inexpliquée,
acquis les coordonnées précises de leur passif toxique, profondément caché. La mâchoire de Roland s'ouvrit de stupeur, et la couleur quitta son visage si rapidement qu'il sembla sur le point de s'évanouir et de s'effondrer directement dans ses légumes rôtis. Il se leva d'un bond, manquant de faire tomber son imposante chaise en chêne. Il se mit à agiter frénétiquement les mains vers le chef d'orchestre, qui se tenait avec son instrument dans le coin le plus éloigné de la salle. « La musique !» gronda Roland, sa voix se brisant puissamment sous la panique soudaine et brute. Jouez quelque chose d'entraînant tout de suite. Le groupe de jazz désorienté commença à s'agiter nerveusement sur ses instruments. Le batteur frappa aveuglément sur sa caisse claire. La section de cuivre joua un accord maladroit et désordonné, et des haut-parleurs. Une mélodie swing horriblement chaotique jaillit soudain. C'était beaucoup trop fort. Les sons grinçaient horriblement. L'atmosphère sophistiquée et glamour de la serre de verre s'était évaporée en un instant, remplacée immédiatement par un sentiment étouffant et vibrant dans l'air de catastrophe imminente. Parmi les invités, un murmure monta. Ils se remuaient nerveusement sur leurs chaises, sentant le sang invisible dans l'eau. Christina me fixait, son sourire suffisant complètement évaporé. Il fut remplacé par un masque de confusion totale et sans bornes, la mâchoire légèrement pendante. Elle ne comprenait pas tout le jargon financier, mais elle comprenait parfaitement la terreur pure et paralysante qui émanait de son mari. Juste au moment où le groupe essayait de retrouver son rythme. Les lourdes portes doubles en acajou, du côté est de la salle de bal, s'ouvrirent avec force. 2 autres membres indépendants du conseil du holding Hermanowicz entrèrent. Ils ne portaient pas de smoking. Ils étaient vêtus de costumes sombres, leur visage sombre et implacable. Ils étaient accompagnés d'un homme portant une épaisse sacoche en cuir. C'était un huissier professionnel. Dans sa main droite, il tenait une pile de grosses enveloppes grises scellées, sur lesquelles étaient clairement apposés des sceaux rouges de saisie et d'assignation judiciaire. L'incarnation physique du protocole de la lanterne était officiellement arrivée à la fête. Je les regardais se disperser dans la salle, se dirigeant d'un pas décidé vers les tables du conseil. Je me retournai vers Christina. Elle avait l'air terrifiée. Je lui rendis doucement le micro dans la main tremblante. « Je garderai le reste de mon discours pour plus tard », dis-je négligemment, essayant de parler assez fort pour que Mikolaj et Lena m'entendent par-dessus cette musique chaotique. « Je pense qu'il serait préférable d'attendre après la projection de votre film de fiançailles, afin que tout le monde ait le contexte complet. » Je n'attendis pas de réponse. Je tournai le dos à la dynastie Hermanowicz et descendis calmement les marches de la scène, les laissant à la merci des hommes en costume sombre. Roland bloqua le chemin des huissiers, d'un geste de la main frénétique et agressif. Il fit signe à sa sécurité privée d'arrêter les huissiers à la limite du secteur de direction. Il ne pouvait pas arrêter les citations judiciaires, mais il pensait pouvoir les noyer. Il se précipita vers le micro que je venais de laisser sur la scène, son visage brillant d'une sueur froide et désespérée. « Mesdames et messieurs » rugit Roland, essayant de percer la voix à travers les instruments bruyants. Il fit signe furieusement au chef d'orchestre de couper immédiatement le son. La salle sombra dans un silence soudain et suffocant. « Je vous prie de regagner vos sièges. Nous avons un petit malentendu administratif que mon équipe juridique est en train de régler, mais nous avons des choses beaucoup plus importantes sur lesquelles nous devrions nous concentrer maintenant. Ce soir, nous célébrons non seulement l'union de 2 belles familles, nous célébrons également l'avenir incontestable du holding Hermanowicz. » Il se força à un rire bruyant, qui sonna exactement comme le craquement du bois sec brisé. Il montait un spectacle pour les créanciers, essayant désespérément d'irradier la force, alors que le sol s'enfonçait littéralement sous ses pieds. C'est avec une immense joie que j'annonce prématurément notre puissante expansion stratégique dans le couloir logistique occidental, déclara Roland, faisant un large geste de la main libre. Il s'agit d'une entreprise de plusieurs millions qui sécurisera notre héritage pour les décennies à venir, et à la tête de cette incroyable charge se trouvera un nouveau visage de notre conseil. Mon fils, Mikolaj Hermanowicz. Mikolaj n'hésita pas une fraction de seconde. Il savait parfaitement ce que faisait son père. C'était une tentative calculée et désespérée de dissimuler la catastrophe imminente avec un moment de relation publique idéalisé. Mikolaj prit les mains de Lena, l'attirant doucement mais fermement au milieu de la scène. La lumière du projecteur principal se déplaça, les baignant dans une lumière blanche aveuglante. Il fouilla dans la poche intérieure de sa veste sur mesure et en sortit une élégante boîte en velours. Il s'agenouilla sur un genou. Un soupir collectif parcourut la foule. Quelques personnes commencèrent à applaudir timidement. Les flashs des appareils photos de l'équipe médiatique louée commencèrent à clignoter à un rythme vertigineux. Immortalisant l'héritier doré, s'agenouillant devant sa belle promise, Mikolaj essayait de la coincer dans une étreinte sociale. Il utilisa comme arme les attentes de plus de 200 invités fortunés, espérant lui imposer une acceptation publique immédiate avant que cette vérité corporative macabre n'ait le temps de se répandre dans toute la salle.
Lena Majewska, dit Mikolaj à voix haute, sa voix douce et dégoulinant d'une émotion artificielle apprise. Tu es tout mon monde. Me feras-tu l'insigne honneur de devenir ma femme? Lena ne soupira pas. Elle ne porta pas ses mains à sa bouche en signe de choc, ni ne fondit en larmes de joie. Elle resta parfaitement immobile, regardant le magnifique diamant briller inutilement dans la boîte ouverte. L'expression de son visage était totalement impénétrable, puis elle fit un pas délibéré vers la droite et retira le micro du pied sur lequel Roland venait de quitter. « Mikolaj » dit Lena. Sa voix était calme, tout en portant un calme absolu terrifiant qui résonna contre le haut plafond de verre. « Avant de te donner ma réponse, j'ai besoin que tu m'expliques une chose ici et maintenant. Devant ta famille, devant votre conseil. Qu'est-ce que la clause de caution personnelle sur les biens, cachée dans le 4e addendum à notre contrat de mariage? La salle se tut littéralement. Le murmure étouffé de la richesse et des privilèges s'était évaporé en un instant. On n'entendait que le goutte-à-goutte de l'eau des sculptures de glace en train de fondre. Mikolaj se figea complètement. Son visage d'une beauté parfaite se crispa en un masque de panique pure, immaculé. Il était toujours à genoux sur un genou, complètement paralysé par la révélation soudaine de sa basse trahison. Christina ne supportait pas ce silence. Son illusion méticuleusement tissée était en train de se fissurer, et elle se précipita pour la recoller désespérément. Elle traversa la scène comme une tornade, ses talons frappant le bois poli comme des coups de marteau. « C'est absolument absurde !» hurla Christina, attrapant l'air avec ses mains, comme si elle pouvait physiquement saisir ses mots et les repousser dans sa bouche. « C'est un simple malentendu juridique. Tu es juste désorientée, ma chérie. Ce ne sont que des papiers insignifiants. » Puis Christina tourna brusquement la tête. Ses yeux balayèrent le sol jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent sur moi, debout juste au bord des escaliers menant à la scène. Elle tendit un doigt tremblant, au manucure parfait, droit vers ma poitrine. C'est toute sa faute. Elle m'accusa à voix haute, sa voix résonnant puissamment dans la salle de bal silencieuse. Sylvia te empoisonne l'esprit. C'est une femme amère, profondément envieuse, qui ne supporte tout simplement pas de te voir t'élever au-dessus de sa petite vie pitoyable. Elle essaie de ruiner ton bonheur parce qu'elle n'a absolument rien elle-même. Au plus profond de mon sac à main en soie, mon téléphone crypté vibra 2 fois. Je le sortis discrètement, sans quitter des yeux la scène. C'était un SMS d'Adriana. Son contenu était bref et définitif. La conversion de la dette en capital action a été légalement enregistrée exactement à 16h17. À partir de maintenant, je possédais officiellement 61,2% des droits de vote. Le bloc de contrôle était pleinement activé. De plus, Adriana a confirmé qu'elle avait sécurisé avec succès les plans de départ et les fonds de paye pour tout le personnel de première ligne. Les employés de l'entrepôt, les chauffeurs de livraison et les assistants administratifs ne perdraient pas un seul centime de leur salaire. Si le conseil d'administration était suspendu dès ce soir, les dommages collatéraux humains étaient entièrement protégés. La logique de l'opération était impeccable. La prise de contrôle du holding était complète. Une profonde vague de soulagement froid et libérateur m'envahit. Le piège n'était plus seulement tendu. Ses mâchoires d'acier venaient de se refermer avec un claquement sourd. Je n'étais plus une étrangère, faisant une scène embarrassante à une fête. J'étais la propriétaire légalement reconnue de l'empire qu'ils essayaient désespérément de défendre sur scène à ce même instant. Lena ignora complètement les cris hystériques de Christina. Elle tendit la main vers une petite poche cachée de sa robe de soie et en sortit une feuille de papier pliée. C'était une copie physique papier d'une page d'annexe que son avocate avait réussi à lui faire parvenir par coursier juste avant le début de la fête. Lena la déplia lentement et la leva, droit dans la lumière aveuglante des projecteurs. « Ce n'est pas un malentendu, Christina », dit Lena, ramenant le microphone à ses lèvres. « Il est clairement indiqué qu'au moment de la signature de l'acte de mariage, j'assume la pleine responsabilité financière personnelle de la restructuration des biens de la famille Hermanowitz. Vous ne me souhaitez pas la bienvenue dans votre famille. Vous m'utilisez comme un bouclier humain contre vos créanciers. » Cette vérité indéniable, diffusée à plein volume par le système audio de la salle, brisa complètement Christina. La façade de matrone élégante et posée vola en éclats en 1 million de morceaux tranchants. Son visage se colora d'un rouge profond et enragé, et les veines de son cou se gonflèrent, poussant contre son imposant collier de diamants. « La sécurité !» hurla Christina. Sa voix se brisa presque, sonnant maintenant comme celle d'une personne complètement folle. Elle me désigna à nouveau du doigt, une fureur sauvage et désespérée dans les yeux. « Écartez cette femme d'ici immédiatement. Expulsez-la. Elle est entrée illégalement. Débarrassez-vous d'elle sur le champ. » Elle exigea mon expulsion physique de la propriété. Elle était complètement inconsciente du fait qu'elle venait de pousser ce drame exactement au même point culminant explosif que j'attendais toute la nuit. Christina pensait qu'elle expulsait une pauvre paysanne de son château.
Elle ne se rendait pas compte qu'elle criait en fait après la reine. L'ordre strident de Christina de me faire expulser fit vibrer les murs de verre de la serre botanique. Le chef de la sécurité privée, un homme massif et trapu avec un écouteur caractéristique, sortit de l'ombre d'une immense arche florale. Sa mâchoire était serrée. Il tendit sa puissante main, prêt à m'attraper par le bras et à m'entraîner physiquement hors de la salle. Je suis resté immobile, observant simplement son approche. Avant que ses doigts n'aient pu effleurer la soie bleue de ma robe, une main se serra fermement sur son bras. C'était le même membre plus âgé et indépendant du conseil d'administration qui était assis plus tôt à la table numéro 12. Il se plaça exactement entre moi et le chef de la sécurité, pressant un document rigide et juridiquement contraignant droit contre la poitrine du garde. « La réunion du conseil est déclarée ouverte et en cours », annonça le membre du conseil. Sa voix était un grondement grave et dangereux qui exigeait une obéissance immédiate. « Tu ne la touches même pas. » Conformément à la directive extraordinaire du Conseil, absolument personne n'est autorisé à interrompre la personne qui parle ou à l'expulser de ce lieu. Le garde s'immobilisa en une fraction de seconde, comme frappé par la foudre. Il leva les yeux du document légal copieusement tamponné vers Roland Hermanowitz, qui agitait frénétiquement les mains pour qu'il continue de m'expulser malgré tout. Puis il regarda à nouveau le membre du Conseil, réalisant instantanément qui avait le contrôle total des comptes d'entreprise qui payait son salaire physique. Le garde leva les mains en signe de reddition totale, fit 3 grands pas en arrière et disparut à nouveau dans les ombres épaisses. Je le dépassai et, pour la 2e fois ce soir, je montai les escaliers recouverts de velours. La scène semblait maintenant complètement différente. Ce n'était plus un piédestal scintillant créé pour leur arrogance, c'était devenu un tribunal brillamment éclairé. Je regardai vers la cabine du technicien du son et de l'éclairage située sur une estrade à l'arrière de la salle. J'ai croisé le regard du technicien principal. « Arrête le diaporama », instruisis-je, ma voix parfaitement égale, mais portant clairement dans cet immense espace. Commute l'entrée sur le 2e disque sécurisé. L'écran numérique puissant derrière la famille Hermanowitz scintilla brusquement. Le montage romantique en boucle de Nicolas et Elena, se promenant pieds nus sur une plage immaculée, disparut instantanément. Il fut remplacé par un fond blanc cru et aveuglant avec un gros texte noir. Il annonçait « La décision du conseil d'administration entre en vigueur immédiatement ». Une inspiration collective de plus de 200 invités de haut rang sonna comme si quelqu'un mettait la salle sous vide. L'atmosphère muta en une fraction d'une seule battement de cœur terrifiant. Ce n'était plus une réunion de réseautage de la haute société, ni une célébration de fiançailles. C'était une exécution d'entreprise diffusée en direct. Les invités se précipitèrent pour atteindre leurs poches de smoking et leurs sacs de créateurs. Une mer de rectangles lumineux s'éleva dans l'air alors que chaque créancier, directeur rival et habitué des salons commençait à enregistrer le spectacle. Il sentait le sang. Du couloir hête, Adriana entra dans la lumière vive de la scène. Elle s'empara du microphone sans fil d'un huissier de justice. Elle ne se présenta pas à la foule, ne fit aucune formule de politesse aimable. Elle leva simplement le microphone et commença à lire l'ordonnance officielle du tribunal avec le détachement clinique d'un employé de pompe funèbre. En attendant l'audit financier complet et l'enquête, la voix d'Adriana coupa les chuchotements nerveux comme une lame de scalpel. Tout accès au réseau d'entreprise, les codes d'autorisation bancaire et les droits d'approbation des dépenses sont suspendus indéfiniment pour les personnes suivantes: Maria Hermanowitz, Nikolai Hermanowitz et Roland Hermanowitz. Au bar, Maria tapotait frénétiquement l'écran de son téléphone et les dernières couleurs s'estompèrent de son visage lorsqu'elle réalisa qu'elle était déjà bloquée et sans accès à sa propre messagerie d'entreprise. À compter d'aujourd'hui, à 20h00, continua Adriana sans pitié. Vos badges de dirigeants ont été désactivés. Vous avez l'interdiction légale d'initier tout transfert financier, de signer tout contrat avec des sous-traitants et d'accéder à tout site opérant sous la bannière des Hermanowitz. Le visage de Roland se transforma en un masque de fureur pure et immaculée. Les veines de son front palpitaient violemment sous la peau. Il se précipita en avant, pointant un doigt tremblant de rage vers Adriana, puis vers moi. « C'est une farce absolue », rugit Roland, la salive jaillissant de sa bouche alors que sa façade aristocratique soigneusement construite s'effondrait complètement en ruine. La famille Hermanowitz possède cette entreprise. Nous avons construit cet empire à partir de zéro. Tu n'as pas le droit d'entrer dans mon établissement, de voler la fête de fiançailles de mon fils et d'essayer de me voler mon héritage. Il se tourna brusquement, fixant la cabine du technicien avec une intention meurtrière. Coupez les micros, éteignez les écrans, coupez ce son immédiatement, sinon vous serez tous virés. Le technicien principal ne toucha aucun curseur sur sa console. Il ne regarda même pas Roland.
Il pointa simplement du doigt les membres indépendants du Conseil qui se tenaient maintenant côte à côte au premier rang des tables. Le protocole d'urgence a déjà transféré temporairement toute la coordination des sous-traitants et des opérations aux représentants indépendants du Conseil. Roland criait agressivement des ordres dans un royaume qu'il ne dirigeait plus. Je m'avançai, sortant de sous mon aisselle une lourde enveloppe grise qu'Adriana m'avait précédemment remise. Je plongeai à l'intérieur et en retirai un épais dossier de documents officiels. « J'ai ici une chaîne de propriété ininterrompue », déclarai-je, soulevant le premier document vers la lumière aveuglante des projecteurs. « Je possède des actes de cession finalisés couvrant absolument tous vos prêts privilégiés impayés, et voici un ensemble complet de conversions de droits de vote. » Je tenais dans mes mains l'incarnation physique de leur ruine absolue. La foule se pencha en avant, retenant son souffle, attendant le coup de grâce. Ils voulaient désespérément entendre les chiffres. Ils voulaient savoir exactement qui détenait quel pourcentage et qui prendrait le fauteuil du PDG, mais je gardais toujours le public en suspens, au sommet de leur curiosité. La tension dans la salle était tendue à l'extrême, comme une corde d'acier. Je n'étais pas encore prête à faire tomber sur les Hermanowitz le poids écrasant de la vérité finale. Mon objectif n'a jamais été tous ces riches spectateurs, ni le syndicat bancaire. Je tournais le dos aux appareils photo clignotants des téléphones et aux directeurs hyperventilants. Je me dirigeais directement vers ma sœur. Léna se tenait toujours à côté de Nikolai, bien qu'elle se soit physiquement éloignée de lui, créant un écart large et infranchissable entre leurs bras. Elle regarda les documents dans mes mains, puis leva les yeux vers mon visage. Je la regardais profondément dans les yeux, ignorant complètement le chaos hurlant et l'empire brisé qui s'effondrait et tournait autour de nous. « Léna », dis-je, ma voix s'adoucissant juste assez pour qu'elle puisse entendre la sincérité absolue et inébranlable cachée sous la couche d'acier froid. Tu n'as pas à choisir entre l'amour et ta sœur aînée. Tu as juste à faire un choix en connaissant la vérité entière. Je me retournai vers la foule. Le silence dans la pièce était absolu, lourd du poids suffocant de la destruction imminente. Je levai le microphone, ma voix parfaitement calme, arrachant la dernière couche de cette illusion pitoyable. Je m'appelle Sylvia Majewska, annonçai-je à toute la salle, mais dans le secteur financier, je fonctionne sous un tout autre titre. Je suis associée directrice du fonds Greyline Rich Capital. Au cours des 2 dernières années, ma société a discrètement racheté la totalité des effets de commerce à créances privilégiées garanties appartenant au holding Hermanowitz. Les directeurs des banques régionales, attablés devant, restaient figés. Leurs yeux se sont fixés sur moi, remplis d'une incrédulité pure, alors que la brutale réalité de mes paroles finissait par les atteindre. Précisément à 16h17 cet après-midi, ma société a activé la clause de conversion sur ses dettes impayées. J'ai poursuivi, avec une clarté délibérée et réprimandante. Nous détenons désormais officiellement 61,2% des droits de vote totaux. À cette minute précise, je suis devenue la propriétaire majoritaire et la nouvelle présidente du Conseil. L'entreprise pour laquelle toute cette famille travaille m'appartient désormais entièrement. Je n'ai pas donné, ni même eu un instant pour respirer. J'ai mené l'exécution avec une pureté et une précision chirurgicale. Les mandats judiciaires délivrés cette nuit ne sont pas de simples accusations sans fondement, ai-je déclaré en désignant les membres du Conseil. Ils sont le résultat d'un audit d'enquête complet. Nous avons une documentation complète prouvant que Roland Hermanowitz a délibérément caché à ses créanciers des violations flagrantes des clauses financières. Nous avons les livres comptables prouvant que Christina Hermanowitz siphonnait la fondation caritative de l'entreprise pour financer ses dépenses personnelles luxueuses. J'ai pris une inspiration. Nous avons également des preuves numériques qui révèlent les contrats de marketing fabriqués par Maria Hermanowitz et les coordonnées bancaires étrangères détaillant comment Mikołaj Hermanowitz a détourné des millions de zlotys de l'entreprise via une société écran nommée Everyzory. J'ai fait une pause, mon regard se portant directement sur Roland. Il avait l'air comme si le sol sous ses pieds avait simplement cessé d'exister. De plus, ai-je ajouté, scellant le mensonge de son précédent discours désespéré. Cette merveilleuse expansion stratégique que Roland vient d'essayer de vous vendre est une fiction totale. C'est une simple liquidation d'actifs en déclin à bas prix. Il se préparait secrètement à liquider des départements opérationnels clés avec une perte considérable, juste pour effacer ses traces les plus récentes de fraude. C'est une mesure qui aurait complètement anéanti les fonds de retraite et les régimes d'assurance de plus de 400 employés opérationnels. J'ai regardé autour de la salle. J'ai officiellement bloqué cette vente. Le fonds de protection opérationnelle a été capitalisé et lancé il y a 1 heure pour sécuriser pleinement tous les salaires et les contrats avec les sous-traitants. Christina a émis un son guttural et terrifiant, une négation pure de la réalité. Elle s'est précipitée en avant, pointant un doigt tremblant droit vers mon visage. Espèce de monstre vindicatif, a craché Christina, sa voix se brisant sauvagement.
Tu es venu ici pour détruire une belle famille la nuit des fiançailles de mon fils. Tu nous déchires simplement parce que tu nous détestes. Je n'avais pas l'intention de discuter de son hystérie. J'ai sorti mon téléphone crypté de ma pochette. J'ai ouvert le fichier audio que Lena m'avait envoyé précédemment, et j'ai rapproché l'appareil du masque du microphone. Le son rugueux des pneus glissant sur l'asphalte a rempli la vaste serre vitrée, suivi par la voix infaillible et extrêmement insensible de Mikolaj, résonnant des haut-parleurs. J'ai besoin de l'image de la famille Majewski. Nous avons besoin de cette illusion de stabilité, sinon le syndicat nous coupera le financement. Le son de l'enregistrement s'est arrêté avec un léger clic. Un silence si absolu s'est abattu dans la salle de bal que je n'entendais que le léger bourdonnement de l'équipement d'éclairage suspendu au plafond. Lena a avancé. Elle ne pleurait pas, ne criait pas, et n'a pas non plus jeté un verre dans une crise de rage théâtrale dramatique. Elle a calmement retiré un diamant massif et brillant de sa main gauche. Elle a pris une page pliée de l'accord prénuptial, l'a posée à plat sur la table cocktail la plus proche, et a placé cette bague puissante et lourde directement sur le paragraphe concernant la clause de garantie personnelle. « Tu ne m'as pas demandé en mariage, Mikolaj, » a dit Lena, et sa voix portait une clarté profonde, carrément dévastatrice, qui l'a transpercée. « Tu m'as simplement demandé de te cautionner un prêt. » Mikolaj a tendu les mains vers elle, son visage ressemblant à un masque rempli d'une désolation paniquée. Mais elle s'est reculée, devenant complètement inaccessible pour lui. 3 membres indépendants du conseil sont immédiatement intervenus, bloquant physiquement la famille Hermanovitch de tout accès à l'une d'entre nous. Il n'y a pas eu d'arrestation dramatique. Il n'y a pas eu de sirène de police au loin. Ce n'est pas comme ça que l'on gère les grandes fraudes d'entreprise la première nuit. Tout est immédiatement passé en douceur, dans le cadre des audits juridiques et des procédures d'enquête standards. Le chef de la sécurité privée, qui recevait désormais des ordres directement des représentants nouvellement autorisés du Conseil, a désigné d'un geste ferme la sortie principale. Roland, Christina, Mikołaj et Maria ont été escortés poliment, mais sans compromis, hors de la serre vitrée. Ils ont été contraints d'accomplir cette marche de la honte mortelle et humiliante sous les yeux de chaque investisseur, de chaque rival et de chaque habitué des salons, sur lequel ils avaient jamais tenté de faire impression. 2 heures plus tard, la serre vitrée était vide, entièrement sécurisée par mes équipes d'enquête. Lena et moi étions assises dans un vieux bar de restauration rapide, éclairé au néon, à la lisière du quartier portuaire de Gdynia. Le contraste était frappant. Il n'y avait pas de verre en cristal, de diamants loués ou de quatuor à cordes. Il y avait seulement une table laminée et raflée, 2 assiettes de frites grasses et des tasses de café noir bon marché. Lena a trempé une frite dans du ketchup. Un sourire petit mais entièrement sincère a finalement éclairé les coins de ses yeux fatigués. Nous avons parlé d'utiliser ses économies propres et intactes pour louer cet atelier d'art indépendant dont elle avait toujours rêvé, aussi loin que possible de l'attraction toxique des hautes sphères. Nous avons parlé de ce que c'est que de vivre sans cette pression suffocante et sans fin de maintenir constamment un statut de classe emprunté. Alors que je regardais ma sœur rire pour la première fois de la journée, j'ai pris une lente gorgée de mon café. Je ne considère pas la vengeance comme un incendie déchaîné et fou. Le feu est imprévisible. Le feu brûle les innocents tout autant que les autres. Pour moi, la vengeance est simplement un livre de comptes. Il s'agit uniquement d'équilibrer les colonnes entre ce qui est juste et ce qui est mal. Et cette nuit, la facture finale a été livrée directement à ces personnes spécifiques qui devaient la régler en totalité. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette histoire. Faites-moi savoir dans les commentaires ci-dessous d'où vous écoutez aujourd'hui, afin que nous puissions interagir et partager nos réflexions. Je vous invite cordialement à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce levé sur cette vidéo et à nous soutenir en aimant et en partageant cet enregistrement, afin que beaucoup plus de personnes puissent entendre cette histoire. Ouais,